Aujourd'hui, donc c'est la place de l'église monolithe parce que cette église, elle est là. Voilà, c'est une église qui est entièrement creusée dans la roche calcaire, d'où le terme monolithe. Alors ça aurait pu être troglodyte, mais ça a été le mot monolithe qui a été conservé. Donc monolithe, ça nous vient du grec mono, qui veut dire un, et lithos, la pierre. Donc c'est une église qui a été entièrement creusée dans un seul bloc de pierre calcaire au tout début du XIIe siècle. Notre village a été fondé au 8e siècle, mais c'est à partir de ce 12e siècle que le village va prendre son essor, donc grâce notamment au pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, exactement. Et ces pèlerins faisaient étape pour aller découvrir l'église et surtout se recueillir devant les reliques du saint patron du village. Et donc je parle bien sûr du moine Émilion qui a donné son nom à la cité. Et la plus grande église monolithe d'Europe. C'est là qu'au XIIe siècle, eh bien, on va avoir la bonne idée de rajouter un point de repère qui est ce joli clocher. Clocher qui a évolué avec le temps, c'est pour ça qu'on a une évolution architecturale. On a d'abord à la base donc de l'art roman avec des arcs en plein cintre, mais on va passer petit à petit au style gothique et gothique flamboyant. Ça veut dire que notre clocher a pris du poids au final. Voilà, aujourd'hui, dites-vous qu'il fait 4500 tonnes. Mais l'église monolithe, finalement, c'est un peu comme un espace vide. Donc on va voir que cette prise de poids donc, du clocher a quand même eu un certain impact sur l'église monolithe. Regardez devant vous, vous avez le portail principal, le portail des pèlerins qui lui date du XIIIe siècle. Et il est très bien décoré, même si malheureusement les statues ont eu du mal à traverser le temps puisqu'elles ont été abîmées par l'érosion, mais vous l'avez dit, elles sont décapitées à la Révolution française. Et ce que je vous propose, c'est d'emprunter une petite porte dérobée pour aller découvrir d'abord l'ermitage d'Émilion. Donc on va prendre le temps. Émilion s'arrête sur son chemin dans une abbaye où il devient moine et il va y rester quelques temps, mais le problème c'est que la population continue à le suivre. Donc encore une fois, Émilion va s'enfuir, il va longer cette fois-ci les cours d'eau, notamment la Dordogne, et un jour il va atterrir ici. Donc il va découvrir une grande forêt qui s'appelait autrefois Ascumbas, donc c'est le vrai nom de Saint-Émilion avant Saint-Émilion, mais on sait qu'il vit dans cette grotte ces 17 dernières années, de 750 à 767, date de sa mort. Il va la choisir tout simplement parce qu'il y a une source d'eau que vous pouvez toujours voir derrière la balustrade. Alors cette source d'eau, d'après le texte, c'est Émilion qui l'a fait jaillir, bien sûr, et vous voyez qu'elle est fraîche, elle est claire et surtout remplie de pièces. Elle a été construite au XIIIe siècle, donc bien après l'église monolithe qui a été creusée au XIIe siècle, mais il faut mettre l'ermitage en valeur qui se trouve juste au-dessous. Donc on va édifier une belle chapelle, mais au niveau architecture, il y a une rupture architecturale ici, parce qu'on a uniquement conservé le chœur
du XIIIe siècle. Le reste a été perdu à la guerre des religions au XVIe siècle. On est dans les catacombes maintenant, juste à côté de l'église. On va y aller dans 5 minutes, mais j'aime bien quand même parler de ce monument. Donc c'est un cimetière souterrain. Tout est aménagé dans le rocher cette fois-ci avec des ampheux et les tombes elles sont aménagées dans le sol directement et vous voyez qu'elles épousent le corps humain. La création en fait d'un immense labyrinthe souterrain de plus de 200 km de galerie. De l'intérieur, on a une église qui a presque des allures de cathédrale, puisqu'elle ne peut plus supporter son propre clocher, les fameux 4500 tonnes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des canalisations qui datent du XIIe siècle. Regardez toutes les peintures, les sculptures. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon appétit. Petite minute de votre attention simplement pour vous dire bonjour messieurs dames, vous remercier d'avoir choisi votre visite aujourd'hui à Saint-Émilion. Merci dans le domaine, donc vous êtes dans le domaine des Bordeaux, mais nous sommes une appellation communale Saint-Émilion. Et on a dû vous l'expliquer ce matin, mais on va l'expliquer cet après-midi. Vous avez Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru classé, premier Grand Cru classé, A, B, etc. Plus vous montez dans la gamme et plus c'est cher. Buvez, buvez, vous gênez pas, la bouteille se vide et on en remet une autre. Voilà. C'est du Montagne, Saint-Émilion 2019, Château Domaine du Sable, de Joël Apollo. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Je viendrai vous dire au revoir. Exactement, à bouler. Quand on a quitté l'armée, que tous les jours on se voit dans un repas, on est comment on est
Alors, bienvenue au château Rochebelle. Nous sommes ici dans un petit château de Saint-Émilion puisque nous avons 3 hectares de vignobles, mais nous sommes sur la partie la plus prestigieuse de l'appellation Saint-Émilion. On est un petit peu en altitude, pas beaucoup, 90 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais ça suffit pour avoir un peu d'air. Et cet air, il est très très important. D'une part, ça va sécher le vignoble, ça va éviter l'humidité et donc les maladies liées à l'humidité. Et ça va aussi, en hiver, éviter les gelées. Donc c'est très important. Donc on est vraiment ici dans un très bon équilibre entre le climat et le terroir. Et ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de grands crus classés, premiers grands crus classés dans cette zone. Je vous expliquerai un petit peu la classification quand on sera dans les caves. Alors à Rochebelle, on cultive essentiellement du merlot. On a 85% de merlot, 15% de cabernet franc. Vous retrouverez le même assemblage avec les mêmes proportions dans nos vins. Tous les travaux à la vigne se font à la main, y compris les vendanges. Alors les vendanges, on a commencé samedi matin, on a arrêté, on a recommencé. On peut se permettre de faire un petit peu du sur-mesure en fonction de la maturité optimale des raisins. Une des particularités de Rochebelle, c'est que c'est un domaine familial. C'est la même famille qui est propriétaire depuis 1847. C'est la 5e génération aujourd'hui. Et ça devient rare à Saint-Émilion. On a de plus en plus, vous le savez peut-être, des investisseurs du monde entier qui achètent des vignobles, des châteaux, pas uniquement ici, un peu partout en France, pour placer leur argent. Une autre des particularités de Rochebelle, c'est l'utilisation des caves pour faire vieillir le vin. Et on va y aller tout de suite. En venant avec le petit frère, j'ai vu pas mal de vignes. Il y a beaucoup de grappes qui sont partout. Il y en a qui Nous sommes dans des caves qui datent du XVIIIe siècle. Ici, on a les conditions optimales pour faire vieillir le vin. On a une température à peu près constante toute l'année de 13-14 degrés et on a un niveau d'humidité élevé. Et la fermentation se passe. Donc la fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool. Le vin est prêt et on va le mettre dans ces barriques. Il va y rester 18 mois. À l'issue des 18 mois, on met le vin en bouteille. On produit chaque année 18 000 bouteilles environ à Rochebelle. Ça correspond à 60 barriques. Ça, on travaille en direct avec nos clients, que ce soit les clients particuliers comme vous ou avec les restaurants. On a quelques très beaux restaurants parmi notre clientèle, notamment le restaurant du Georges V à Paris et le Negresco à Nice. On a 1500 mètres carrés de stockage en tout. Le plus ancien millésime qu'on est encore à la vente, c'est 1975. On va se rapprocher des verres pour déguster. Ça vous dit ? Faisons comme James Bond, buvons du Saint-Émilion. Je sens pas très bien. Oui. Merci. Allez, prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Allez.